Bonjour à tous. Nous allons passer à la deuxième table ronde intitulée Changer de métier, quels enjeux, quels risques, quelles opportunités. Donc, encore un grand merci à vous tous, ceux qui sont arrivés un peu plus tardivement ici, de participer à ces tables rondes. Je présente donc nos différents intervenants. Nous avons Grégoire Leclerc tout à gauche, qui est la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Nous avons ensuite Karine Selnik, fondatrice de Dessin Métier. Nous avons Alexandra Gauthier, fondatrice de AGRH, qui est juste à sa gauche. Nous avons ensuite Bertrand Gauthier, que tout le monde presque connaît ici, et Catherine Bertrand, tout à gauche, qui va nous parler, voilà, de leur projet d'entraide entre indépendants. Je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Leclerc. Merci. Je rappelle juste en plus qu'on a un temps de parole limité à 6-7 minutes. Merci. Un, 2, 3, 4, bonjour à tous et à toutes. On va faire plus simple. Alors, écoutez, très honoré d'être invité ce matin. Je vais vous parler un peu du régime de l'auto-entrepreneur. Donc, je vais tenir mon temps. Rapidement, vous parler d'abord un peu de la Fédé. Donc, la Fédé, en fait, c'est le syndicat professionnel des auto-entrepreneurs. On existe depuis 10 ans. On a 3 missions simples: défendre nos membres et nos affiliés, leur apporter le plus de services possible, et notamment pour les accompagner dans la solitude qui peut être un peu le pendant de l'auto-entreprise, et puis les former. On a un organisme de formation qui existe depuis maintenant 6 ans et qui va les former à la fois sur site et à distance, puisqu'on a lancé un MOOC il y a maintenant quelques semaines. Voilà, on met en place plein d'outils, je ne vais pas les décrire maintenant, ce n'est pas le lieu. Tous ceux qui sont intéressés par nos outils pourront aller sur le site, il y a beaucoup de choses, c'est très très riche. On a bossé dessus depuis longtemps, donc voilà, on commence à être un petit peu expert sur le domaine. Alors, rapidement sur oui, on peut passer à la tête après. Rapidement sur le régime. Donc, le régime auto-entrepreneur en France aujourd'hui, c'est 1 400 000 Français. Sur le 1 400 000, il y en a à peu près 1 million qui sont véritablement actifs au sens économiquement actifs, c'est-à-dire qui réalisent des prestations, facturent, encaissent du chiffre d'affaires, etc. On a, comme vous le voyez sur la carte, la petite carte, une répartition géographique qui est plutôt pas mal. Ça colle à pas mal de situations, notamment les situations rurales. On a des départements qui ne sont pas forcément très en pointe, merci, au niveau économique, et qui en fait ressortent pas mal au niveau de l'auto-entreprise. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et on a un point négatif que je souligne beaucoup parce que c'est un peu un de nos chevaux de bataille, c'est le chiffre d'affaires moyen, le chiffre d'affaires annuel moyen qui reste encore très faible. Un auto-entrepreneur en France gagne aujourd'hui 13 000 € de chiffre d'affaires à l'année, ce qui correspond en moyenne à 800 € par mois net dans sa poche. Voilà, 800 € par mois après les charges, etc. Ça donne globalement des situations, si on fait un peu le distinguo, 40% des auto-entrepreneurs vivent de ça et cumulent avec d'autres allocations, et 60% vivent de ça et cumulent avec soit le salaire, parce qu'ils sont salariés, soit la pension de la fonction publique, soit la retraite. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise et surtout qu'est-ce qu'une auto-entreprise? Donc, on peut passer sur dérouler. Donc, une entreprise, en gros, il y a 2 formes juridiques pour l'entreprise. Hein. Il y a la société, donc quand vous êtes à plusieurs ou quand vous avez une personne morale distincte de votre personne physique. Et puis, il y a l'entreprise individuelle, c'est-à-dire celle qui porte votre nom, qui porte obligatoirement votre nom, qui est donc une forme juridique classique d'entreprise individuelle, et qui va ensuite être découpée selon le régime fiscal et le régime social. On va rentrer dans des termes un peu techniques. Je ne vais pas en faire trop, mais il faut bien comprendre ça quand même. Une entreprise individuelle, elle va être soumise à des cotisations sociales, ce qui va donner lieu à un régime social, notamment une protection sociale, en gros la Sécu, et elle va être soumise à un impôt sur le revenu, qui n'est pas un impôt sur les sociétés, puisque c'est une entreprise individuelle, donc c'est plutôt un impôt sur les bénéfices, en l'occurrence, qui va être calculé selon des règles dans le cadre de l'auto-entreprise qui sont très simples, puisqu'il s'agit d'un pourcentage du chiffre d'affaires.
Donc, on va se situer sur cette slide, sur la partie gauche, systématiquement, entrepreneur individuel, micro-fiscal, micro-social. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, l'auto-entreprise. On peut... Allez-y, passez encore une fois. Voilà. Donc, ça s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux fonctionnaires, aux retraités, aux étudiants, je ne les ai pas notés, mais ils sont aussi concernés, et aux personnes sans activité. Tout le monde, en France, peut créer une auto-entreprise. Dans 280 métiers différents, donc c'est très très large, très très vaste. On peut faire du service, de la profession de conseil, de l'artisanat, du commerce, du service à la personne, du consulting, du développement, de l'informatique, de la com. Donc c'est très large. La liste des métiers complète est sur le site, vous pouvez la télécharger. Et quand on peut être auto-entrepreneur? On peut être auto-entrepreneur de 16 ans à 100 ans, même à 120 ans, c'est vrai qu'ils vivent plus âgés encore, s'ils ont la forme. C'est pas limité dans le temps. On peut être auto-entrepreneur à vie et on est radié en revanche quand on fait 8 trimestres consécutifs sans activité, de manière à nettoyer la base. Ça n'a pas beaucoup d'incidence, vous êtes juste radié et vous pouvez vous réinscrire le lendemain ou 3 mois plus tard. Vous avez le droit de recommencer quand vous le voulez. Voilà. Donc il n'y a pas de grosses contraintes. La seule contrainte qui est imposée, c'est une contrainte de déclaration. Donc vous devez déclarer tous les trimestres au minimum votre chiffre d'affaires, même s'il est nul. Même s'il est nul, de manière à prouver que vous avez vraiment déclaré un chiffre d'affaires nul et pas que vous avez oublié un chiffre d'affaires positif. Voilà. La déclaration fait foi. On peut passer. Alors, les démarches sont très simplifiées. Globalement, même s'il faut, je vous dirai à la fin, il ne faut jamais se précipiter, mais enfin, globalement, c'est quand même très simple. Hein. Vous avez donc le régime micro-fiscal et le régime micro-social. Vous allez faire des démarches d'immatriculation ou d'inscription en ligne qui sont toutes gratuites. Vous ne devez rien payer. Si jamais on vous demande de payer, vous ne payez pas, vous nous appelez et nous, on vous indiquera comment pas payer. Voilà. Il n'y a aucune raison de payer pour ça. Il y a beaucoup de sites d'arnaque, donc il faut beaucoup se méfier sur le sujet. Et vous payerez en fait seulement si vous faites du chiffre d'affaires et seulement en pourcentage. Voilà. Donc vous n'aurez jamais de minimum à payer de quoi que ce soit, 200 € par mois ou 800 € par trimestre ou je ne sais pas quoi, et ça n'existe pas tout ça. La seule chose que vous payerez, c'est sur la base de ce que vous avez déclaré et donc de ce que vous avez encaissé. Et c'est ça la grande force du régime, c'est que vous prenez d'abord l'argent auprès de votre client, vous le mettez sur votre compte, vous le déclarez à la fin du trimestre et vous en versez en gros entre 6 et 25% sur tous les trimestres. On peut passer. Alors là, c'est un graphique un tout petit peu technique, mais c'est le plus important. De toute façon, je vous laisserai tout ça, donc vous pourrez le récupérer. Il faut avoir en tête que le régime auto-entrepreneur, qui s'appelle aussi micro-entrepreneur, c'est exactement pareil, pas de doute. Est réparti en deux catégories. Avant 33 000 € pour le service, vous n'avez pas de TVA. Et après 33 000 €, vous avez une TVA collectée. Ça complexifie un tout petit peu les choses, parce que vous devez collecter cette TVA et la reverser à l'État. Hein, donc c'est une démarche à avoir en tête. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez allumer vos voyants rouges dans votre tête quand vous approchez des 25 000 €. C'est le moment où il faut commencer à réfléchir un peu. Est-ce que je reste auto-entrepreneur? Est-ce que je grandis vers une société? Est-ce que je change de régime, etc. Voilà, il y a un voyant rouge à avoir en tête à ce niveau-là. On peut passer. Alors, dernier sujet, la protection sociale. Donc, la protection sociale est assurée par ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants. Attention, je pense que vous le savez, un auto-entrepreneur n'est pas un salarié. Un auto-entrepreneur est un indépendant. Donc, il n'a absolument pas les mêmes protections sociales que les salariés. Ce sont des protections sociales adoptées aux travailleurs indépendants, qui sont donc apportés par la sécurité sociale des indépendants, on peut passer, qui vont donc vous couvrir sur la maladie, maternité, allocation familiale et retraite, avec des petites subtilités quand vous êtes une profession libérale réglementée. Il y en a quelques-unes, c'est très très peu répandu, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, si vous êtes architecte d'intérieur, c'est une profession libérale réglementée, donc vous allez peut-être dépendre parfois d'organismes un tout petit peu différents. Mais globalement, c'est la sécurité sociale des indépendants qui s'occupe de tout. Et donc, vous êtes couvert sur l'assurance maladie-maternité, les indemnités journalières, donc si vous êtes malade, alors les indemnités vont fluctuer en fonction de votre chiffre d'affaires, mais elles existent. La CRDS, vous la payez, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire, qui n'est pas énorme mais qui existe quand même, et le régime invalidité décès. Vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez pas droit au congé payé, vous n'avez pas droit à la mutuelle, parce qu'évidemment, ce sont les employeurs qui la payent en général, donc là, c'est à vous de vous la payer vous-même. Vous n'avez pas d'assurance accident du travail, maladie pro, et vous n'avez pas tout ce qui est CE, plan épargne d'entreprise, etc. Évidemment, puisque vous êtes indépendant. Voilà. Et je termine en vous donnant un conseil. On peut passer à la dernière slide. Ce qu'il faut faire pour réussir,
Donc il y en a quelques-uns. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul, ne restez pas seul. Quand on est solo, on aime bien être solo. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez voir quand même que c'est pénible parce qu'on est vraiment trop seul. Donc il faut se forcer à sortir pour prospecter, pour imaginer, pour rencontrer d'autres pros, pour faire des petits déj avec des gens, y compris des concurrents, se nourrir, aller dans un coworking, aller dans une chambre de commerce, participer à des ateliers. Ça, c'est très important parce que sinon, vous allez rester en vase clos et au bout d'un moment, vous allez devenir complètement fou. Alors, je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu, donc il faut faire vraiment attention à ça. Il faut être rigoureux parce que la compta, la gestion, il n'y a personne qui la fera à votre place. Donc, il faut être vraiment hyper carré, c'est important. Et dernier point, il faut solliciter toutes les aides possibles. On ne sait pas, quand on se lance, à quel point on a des aides. Or, on en a plein. On en a plein. Hein. Il y en a, j'ai cité tous ces organismes. Il y a l'ACRE qui est ouvert à tout le monde. Donc, les cotisations sont toutes divisées par 4 la première année. Depuis le 1er janvier de cette année, il faut le savoir. Donc, vous devez avoir l'ACRE. La Maison des travailleurs handicapés, les mairies, les conseils généraux, l'ADI pour les crédits, la GFIP, la sécurité sociale vous donne aussi des actions sanitaires et sociales qui existent. Donc il y a plein de moyens d'être subventionnés, d'être aidés, d'être accompagnés, d'être financés et qui, mis bout à bout, font vraiment un beau package. Voilà. J'ai fait très très vite, mais... C'est parfait. Voilà. Un petit peu dépassé, mais voilà. Je vous ai laissé terminer. Merci, monsieur Pépère. Une question, comme les autres fois. Je suis désolé. Bonjour, je suis Stéphane. J'ai fait la formation SPI qui est obligatoire maintenant pour être auto-entrepreneur. J'ai commencé mon activité en janvier. Et vous avez précisé que la loi changeait justement en 2019 concernant les aides. Et qu'est-ce qui change exactement? À part que l'ACRE devient accessible à tout le monde, est-ce que les taux restent les mêmes? Je fais comprendre en gros que c'était gratuit, il n'y avait pas de charge la première année. Et c'est comme avant, c'est-à-dire c'est dégressif. Oui. Vous êtes inscrit en janvier de cette année? C'est ça, au 1er janvier. Ouais, j'ai créé au 1er janvier. D'accord. J'ai que la nouvelle loi passe en fait. Donc vous avez l'ACRE, là, vous avez demandé l'ACRE? J'en sais rien en fait. Aïe, aïe. Alors il faudra que vous veniez voir après. Oui, je crois que j'ai demandé, mais j'ai. D'accord. Alors, effectivement, ça n'a pas changé, sauf que l'ACRE est accessible à tout le monde, quelle que soit votre situation. Donc, normalement, depuis le 1er janvier, il faut faire quand même la démarche de la demander. Et si vous l'avez, vos cotisations sont divisées par 4 la première année. Donc, en gros, vous êtes à 6% la première année, enfin les 4 premiers trimestres. Vous êtes à 12% les 4 trimestres suivants. Vous êtes à 18% les 4 d'après. Et vous êtes en vitesse de croisière à 24% à partir de la 4e année. D'accord? Ça c'est accessible à tout le monde sans problème. L'autre point que vous avez évoqué, c'est le stage, le SPI. Donc le SPI est au Sénat actuellement, dans la loi Pacte. Et normalement, le SPI va sauter. Donc c'est un stage préalable qui peut être utile, même s'il est très contestable, parce qu'en termes de contenu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, il y a à boire et à manger. Ouais. Et il est assez cher, vous l'avez payé 275 € à peu près. Ouais, ça va être remboursé par le DIF. Oui, effectivement. Quand on a des aides, par exemple, quand on est un ancien salarié, on peut bénéficier du DIF pour payer son stage. Parfois, le CPF maintenant, qui s'appelle CPF. Voilà. Et donc, ceux qui ne pouvaient pas en bénéficier payaient ça un peu cher. Donc, aujourd'hui, le stage est condamné. Hein, il va être annulé entre septembre et janvier de l'année prochaine. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a plus de stage qu'il ne faut pas en faire. Hein. Je dis toujours, c'est toujours mieux de mieux se former, parce qu'on n'est jamais trop formé en fait. Mais par contre, c'est pas mal de pouvoir choisir son stage, de choisir son contenu et de choisir son organisme. Okay. Et deuxième question, en quoi la MDPH peut aider dans le cadre de l'auto-entreprise? Alors, la MDPH et la GFIP ont tout un programme pour les travailleurs indépendants. Donc, c'est coordonné entre les deux. Il faut passer par la GFIP. C'est la GFIP la porte d'entrée. Et donc, ils vont coordonner des actions. Alors, il y a des subventions, hein, il y a des prêts à taux zéro. Il y a une subvention d'aide au départ, au lancement d'activité. En général, c'est 5 000 €. Et il peut y avoir aussi des financements pour, par exemple, mettre en œuvre le bureau chez vous, le rendre plus accessible, le rendre, s'il aurait au premier étage, descendre au rez-de-chaussée. Enfin, ils donnent tout un tas d'aides pour aider les gens à s'installer quand ils sont reconnus comme travailleurs handicapés. Donc il y a pas mal de choses, il faut creuser avec eux, c'est très au cas par cas, et ça peut aller assez loin dans les aides. Merci. Merci M. Leclerc. Je donne la parole maintenant à Karine Salinik qui va nous parler de test un métier. Merci. Et alors vous avez maintenant le... Je crois qu'Alexis voulait poser une question. Ah, pardon. Alexis, rapidement. Désolé. Oui, très rapidement, juste pour dire, étant passé moi-même auto-entrepreneur depuis 2016, pour l'ACRE, pour enfoncer le clou, faites-le si vous voulez passer auto-entrepreneur. Avant, c'était réservé aux personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi.
Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde et comme ça a été dit, vous pouvez réduire vos charges par 4 et ensuite c'est dégressif pendant plusieurs années. Là, moi, ça fait 3 ans, je paye encore moins, même si c'est moins intéressant qu'au début. Ça peut vous faire gagner, ça peut faire une différence significative sur l'argent que vous gardez à la fin. Et ma question, c'était sur, vous avez mis s'assurer correctement, compter 30 € par mois. De quoi vous parlez exactement? Alors, l'assurance, on a souvent tendance à ne pas la souscrire parce que c'est une dépense de plus. Quand je parle de ça, je parle de la responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est un petit contrat d'assurance RCP qui couvre en général pas mal de choses. Ça vous couvre l'accès à vos avocats, la protection juridique. Ça vous donne un accès quand même, en cas de litige avec votre client, à des solutions notamment de recouvrement de créances. Donc, si vous n'arrivez pas à vous faire payer, c'est vachement intéressant parce que vous avez quand même des courriers d'avocats, etc., qui vont faire le travail à votre place, ou des huissiers. Et ça vous donne aussi la garantie que si vous faites une grosse bêtise, vous perdez une base de données. Moi, je suis dans l'informatique, je manipule mal une base de données, je perds des infos. Bon, je peux avoir vite un litige de 3, 4, 5 000 €. Je ne suis pas sûr d'avoir les reins pour les payer tout de suite, donc je préfère prendre une assurance. Aujourd'hui, vous avez des compagnies qui ont dédié des offres aux auto-entrepreneurs. Dans les professions libérales, dans les professions qui manipulent le corps humain, si vous faites dans les nouvelles santé, par exemple, c'est très important d'en prendre une. Les diététiciens, tout ce qui est naturaux, etc. Parce que c'est vraiment une garantie. Et je trouve que c'est bête d'économiser 30 € par mois, alors que vous pouvez gagner un peu en sérénité. Et je rappelle aussi que l'ACRE, c'est hyper intéressant. Vous avez payé moins en cotise. Profitez-en pour faire de la trésorerie. Dépensez pas tout de suite. C'est pas mal d'avoir un peu de trésor, même dans une petite boîte. Moi, j'aime bien avoir 2 000 à 3 000 €. On ne sait jamais, 2 000 à 3 000 € de côté, même en ayant payé mes cotises, parce que ça peut servir à tout un tas d'imprévus qu'on n'avait pas imaginé. Et par exemple, acheter un nouvel ordi, compenser un billet de train qu'on n'avait pas imaginé pour aller voir un client. Enfin bref, faites un peu de trésor. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour à tous. Vous m'entendez? Je suis Karine Seni, je suis la fondatrice de Test un métier. Et avant de démarrer, je trouve ça sympa de vous montrer en fait, en image ce qu'on fait. Marine. Il est après, elle a fait démarrer tout à l'heure. Oui, c'est la qualité entière. On va faire du carré. Donc, Si vous voulez déjà commencer. Continuer alors. Donc vous verrez la vidéo après. Donc on s'appelle Test un métier et donc comme son nom l'indique, on fait tester des métiers. Donc on organise des immersions au sein d'entreprises pour vous permettre de valider si le projet vous plaît. Parce qu'on a parlé de plein de dispositifs de reconversion et le constat qu'on a fait sur le marché, c'est que tous les dispositifs restent des dispositifs qui vous permettent de visualiser un métier. Ça veut dire que vous allez parler à des conseillers. On a évoqué plein la première table ronde qui sont les conseillers Pôle emploi ou des conseillers dans différentes organisations. Ça peut être des conseillers en évolution professionnelle, ça peut être de l'outplacement, ça peut être de la formation. Et quel qu'il soit, on vous engage à vous visualiser dans un nouveau métier. Or, vous avez envie d'un nouveau projet et c'est parfois difficile de s'imaginer dans ce projet. Or, vous n'avez pas non plus trop de temps à perdre. Donc, c'est de sécuriser votre parcours professionnel en testant ce nouveau métier. Donc, ces tests s'organisent par d'abord une compréhension de ce que vous avez envie de faire. Souvent, vous avez déjà travaillé ce projet avec un conseiller en évolution professionnelle, quel qu'il soit et de quels organismes ils viennent, que ça vienne du CNAM, de l'AFPA, de Pôle emploi, on en a parlé. Mais c'est de se dire, ok, maintenant je vais vérifier concrètement sur le terrain si ça me plaît. La personne de Pôle emploi a parlé de ça, effectivement, il y a un dispositif qui ressemble un peu à ça, qui s'appelle la PMSNP. Je vous engage, si vous avez l'opportunité de le faire, d'y aller. Mais tout le monde n'y a pas accès. Et la différence, c'est que nous, on va bien comprendre ce que vous avez envie de faire et trouver le tuteur. Donc, on va engager l'entreprise et le tuteur à vous transmettre pendant une période donnée les gestes du métier, vous raconter son histoire, les écueils qu'il a pu vivre quand il a monté lui-même son entreprise, pour que vous puissiez en conscience pendant ces périodes-là savoir si oui ou non ce métier va vous plaire.
Ensuite, on va faire le bilan, savoir si, ben, voilà, pendant ces quelques jours, est-ce que ça m'a plu. Et puis, vous pourrez décider si oui ou non vous vous engagerez dans ce futur métier. Il n'y a pas la vidéo. Si elle a vidéo. Elle arrive. Petit souci technique, petit imprévu. Alors, j'attends ou pas? Je vous montre. Dans les 30 secondes. 30 secondes. Ça, c'est... Elle dit, moi, je suis juriste. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est une belle reconversion. Enchantée. Pauline, il va effectuer une immersion d'une journée dans l'atelier de Vittorio Serio, un ébéniste d'art. Et si tu as un certain nombre de... La jeune femme envisage sérieusement de se reconvertir dans le travail du bois. Mais avant de sauter le pas, elle a besoin d'un avant-goût. Alors bien, suis-moi. Vittorio va immédiatement la mettre dans le bain. Le temps d'une journée, Pauline va travailler à la construction d'une bibliothèque. L'occasion pour elle de humer l'ambiance de cette ébénisterie et de se familiariser avec certains gestes de base du métier. Une fois qu'on est vraiment dans le dur, voilà, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Pas tout, c'est impossible, mais c'est déjà un premier point de départ que je trouve hyper intéressant. On va aller ramasser quelques carottes qui nous manquent sur une commande. Direction le potager. Le stage passe par la mise en pratique. J'ai des mains à la terre, c'est magnifique, etc. Mais je me dis, physiquement, c'est peut-être un truc que j'aurais pu faire à 30 ans. Mais pour Sophie, l'objectif est atteint, avoir une idée concrète du métier de maraîcher. Bonjour. Enchantée. Je viens tester votre métier. Eh ben, vous allez faire. Il vient en tester un bien différent. Pour une journée, Philippe Collet devient pâtissier. Donc là, je monte le bord. Voilà, là tu montes bien ton bord. Il envisage de monter sa propre pâtisserie un jour. Avant de faire le grand saut, il voulait donc voir à quoi ressemble le quotidien d'un professionnel. J'apprends déjà un petit peu des techniques de pâtisserie. C'est déjà toujours ça pris. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ça se passe au niveau de l'organisation, au niveau des horaires, au niveau de la gestion des calendriers, tout ça en fait. Donc c'est ça que je suis en train de découvrir. Donc en fait, le principe de Test un métier, c'est à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est vraiment redescendre sur quelque chose de très concret, des rencontres sur le terrain, et de pouvoir faire vivre ces métiers avec son corps et avec son cœur, et de pouvoir prendre une décision en conscience vers un nouveau projet professionnel. Donc ça vient sécuriser les parcours. On a eu, donc là, alors c'est la télé qui filme, forcément c'est des métiers de l'artisanat qui sont assez visuels et faciles pour raconter une histoire, mais on a beaucoup de métiers dans des bureaux aussi, de gestionnaire de paie à consultant en développement durable. Donc on a des métiers, on fait vraiment le grand écart, hein, comme je vous dis, c'est agriculteur à consultant, donc en passant par des métiers autour de la com. Donc on a beaucoup de métiers de bureau, et à chaque fois, ces personnes ont envie de valider un projet, et pour nous, il nous semble vraiment important qu'il y ait des rencontres sur le terrain. Et vraiment, il y a deux éléments vraiment importants pour moi, ça fait 2 ans qu'on existe, c'est que ça vient sécuriser le parcours, c'est-à-dire je me rends compte qu'en fait, de faire des tartes ou des quiches le dimanche après-midi avec mes enfants, finalement, quand j'en fais 500 par jour et je me lève à 4 h du mat, ça ne donne pas la même chose. Donc il y a une vraie prise de conscience, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite de faire un CAP pâtisserie pour vous rendre compte au bout de 6 mois que ça ne vous plaît pas. Et puis aussi, on a eu des personnes qui ont pu valider sur le terrain qu'elles avaient, je pense à une personne qui a voulu qui voulait travailler dans bien manger, voilà, c'était quelque chose qui a tourné autour de la santé, et donc elle a fait un test chez Biocop pour se dire qu'elle pourrait éventuellement reprendre une boutique, et puis elle s'est rendue compte qu'en fait c'était pas ça, c'était pas la gestion des produits, de la vente, c'était pas ça qui l'animait, et donc elle s'est orientée tout de suite vers une formation de naturopathe. Donc ça c'est intéressant, c'est de se dire que ça vous permet pendant cette période de test
de fermer des portes ou d'en ouvrir d'autres. En tout cas, ça vous met en relation avec un écosystème, avec des tuteurs et donc la possibilité de rencontrer des métiers que vous n'auriez même pas imaginés parce qu'il y a 12 000 métiers. Et donc forcément, vous en connaissez à maximum une centaine parce que entre ceux que vous avez déjà fait et puis ceux de votre entourage. Donc vous pouvez difficilement vous projeter dans un métier que vous ne connaissez pas. Donc là, c'est une belle opportunité de tester quelque chose en tout cas. En tout cas, on intervient évidemment auprès de Life for Paris pour certaines des victimes. On intervient aussi dans le cadre de plans sociaux sur des personnes qui vivent aussi un changement brutal de vie professionnelle, qui se disent bah, maintenant j'ai pas le choix, je vais devoir me repenser professionnellement et donc vers quoi je vais. Voilà. Merci beaucoup. Une question à nouveau, juste une, parce que comme vous l'avez compris, on est un peu en retard sur le peu du temps. Une question? Pas de question? Une question? C'est plutôt une information, et ça touche les gens qui sont en arrêt maladie. Avant de reprendre son travail, il est possible de faire avec la sécurité sociale ce qu'on appelle un essai encadré, c'est-à-dire de reprendre son travail ou de tester un travail dans une autre entreprise, alors qu'on est encore en arrêt maladie et du point de vue médico-légal, l'employeur, le salarié sont couverts et il n'y aura pas de souci s'il se tend la cheville dans l'escalier du RER ou autre mauvaise plaisanterie. Alors ça n'a rien à voir avec la prestation qui a été montrée, mais c'est un dispositif assez récent et qui n'est pas du tout assez utilisé, qui était assez simple à mettre en place. Il n'y a jamais de refus de la sécurité sociale, ils adorent ça. Voilà. Et donc ça peut être d'une demi-journée à 3 jours et ça peut être répété plusieurs fois. Voilà. Vous avez raison, je reviens sur la sécurisation, c'est important, vous avez raison. N'allez pas passer une journée chez un copain qui vous accueille, parce qu'effectivement, s'il se passe un problème, vous n'avez pas de sécurisation de votre présence chez un professionnel. Donc, chez Destin Métier, nous sommes un organisme de formation qui a créé la DADOC et la Direct, ce qui fait qu'on distribue des conventions de formation et donc ça sécurise votre présence chez un tuteur. Et donc, ça permet aussi que ces formations soient prises en charge par des budgets, sur des budgets de formation. Alors pas encore CPF, mais sur des budgets d'OPCA, ou de vos employeurs, ou d'organismes d'associations qui vont pouvoir vous encadrer aussi. Merci beaucoup. Madame Gauthier, à vous. Alors, on va voir, oui, ça fonctionne. Donc, bonjour à tous, Alexandra Gauthier. Donc, je suis une consultante en évolution professionnelle, à la fois coach et formatrice. Mon entreprise, en fait, AGRH, propose des accompagnements qui ont pour but, en fait, d'aider les victimes à réussir leur repositionnement professionnel et leur intégration sur le marché de l'emploi. Alors, on accompagne aujourd'hui des victimes qui sont en situation de handicap, visibles ou invisibles, et tant dans une reconversion professionnelle que dans un projet de formation, que dans une recherche d'emploi, que dans une prise de poste, etc., ou création de société. On propose des accompagnements qui durent 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et en fait, c'est prévu en fonction de votre situation en fait, et des besoins. Donc nos accompagnements sont vraiment personnalisés et individualisés. Ils tiennent compte surtout de la personne, de ses besoins, de ce dont elle a, ce qu'elle souhaite réellement. Et en fait, vous avez un seul interlocuteur qui vous suit dans toutes les phases. C'est-à-dire que nous, on vous accompagne autant dans la création de votre projet professionnel, dans les réflexions que vous pouvez avoir, mais de vous accompagner aussi dans la phase de réflexion sur votre positionnement, ensuite sur la création de votre projet, et puis par la suite dans sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre, avec notre parcours très conseil RH aussi, on vous accompagne autant pour des choses très pratiques qui vont être je prépare mon CV, comme je prépare en fait mes entretiens, etc. Donc toutes ces phases. On a en fait un rôle qui nous permet d'intervenir à la fois comme révélateur de votre projet professionnel, mais aussi facilitateur dans toutes les démarches, c'est-à-dire qu'on vous guide et on vous accompagne dans la globalité de votre démarche.
Ça veut dire que si vous avez des soucis avec un dossier NDVH ou autre, on est là. Pour préparer un dossier de projet de formation, on vous accompagne aussi dans le montage de ce dossier, etc., etc. Et en fait, on est vraiment facilitateur dans toutes les démarches à effectuer et complémentaires aux dispositifs existants. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas d'être en effet en contact avec votre conseiller de Pôle emploi, mais si vous avez un rendez-vous qui est une fois par mois, etc., nous, les contacts l'accompagnement qu'on vous propose, en fait, c'est une présence de chaque instant. C'est-à-dire qu'en dehors des rendez-vous qui sont prévus avec le consultant qui vous accompagne, nous avons aussi cette possibilité d'être contacté à tout moment. Donc, à tout moment, oui, ça peut être le week-end aussi, parce que vous avez besoin d'un soutien, d'une écoute, des besoins particuliers, parce que dans l'avancée de cet accompagnement, à un moment où vous dites, bon, super, je vois la personne, en fait, on a prévu notre rendez-vous la semaine prochaine, mais là, j'ai besoin d'un truc maintenant. Et bien, on peut l'appeler, on peut organiser quelque chose et on s'adapte vraiment à vos besoins. C'est cette écoute qui est importante et qui est d'être là pour vous à tout moment, lorsque c'est nécessaire et lorsque vous en éprouvez besoin. Donc, c'est à la fois un soutien pour toutes les démarches, comme des choses très concrètes et pragmatiques à mettre en place. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est vraiment centré sur la personne, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que nous avons une méthode et que l'on applique en fait avec vous. C'est vraiment, évidemment, il y a un socle commun d'accompagnement, mais c'est surtout adapté à qui vous êtes. Et on se centre vraiment sur vous en tant que personne, vos atouts, vos aspirations, et vraiment, on construit un projet qui a du sens pour vous et qui vous ressemble. C'est surtout important. Nous avons des belles réussites dans du repositionnement professionnel, puisque accompagnant des personnes en situation de handicap, j'ai pu accompagner une dame qui était 45 ans, qui à la base était en fait pianiste, qui a eu un accident et qui ne pouvait plus exercer son métier, donc en tant qu'indépendante. Et elle est arrivée à nous dire, ben, voilà, moi je veux rester indépendante, je veux pouvoir travailler de chez moi, mais je veux telle chose, telle chose, telle chose. Elle nous a donné en fait pas mal de critères qui font que nous, ce qui est important, c'est de respecter qui vous êtes, vos critères, et de vous proposer des choses qui vous correspondent réellement. Donc elle aimait tout ce qui était évidemment la création, ce côté très artistique. Et elle est devenue designer d'espace d'intérieur. Une belle reconversion et qui, pour le coup, lui ressemblait vraiment. Donc, j'ai un chauffeur routier qui ne pouvait plus exercer son métier et qui, pour le coup, s'est reconverti dans la formation. Et il est devenu formateur et dans le domaine de la logistique et du transport parce que pour lui, c'était trop important. C'était vraiment encore un domaine qui lui tenait à cœur et donc on a trouvé un moyen de rester en fait dans son domaine et qu'il puisse continuer en fait à travailler. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que en effet, c'est vraiment individualisé, c'est personnalisé et qu'il y a vraiment ce côté de flexibilité pour être constamment en fait à votre écoute. J'ai respecté le temps. Vous êtes tout à fait dans les temps, c'est parfait. Merci. Une question peut-être? Oui, bonjour, merci en pour toute l'explication. C'est juste pour savoir du coup, si ça a un coût en fait. Oui, en effet. Alors, je vous avouerai que la plupart du temps, les victimes arrivent à se faire financer cet accompagnement. Alors que ce soit en effet parce qu'on a vu les dispositifs via tout ce qui est CPF, etc. Mais ça peut être tout simplement auprès d'assureurs, parce que vous avez des assurances. Et les assureurs mettent de plus en plus en fait ces accompagnements en place. Et notamment via un nouveau métier qui émerge, qui est le case management. Donc si vous voulez, on en parlera par la suite, hein, je veux bien vous donner quelques infos. Mais en gros, voilà, via vos assurances, vous avez la possibilité parfois en fait, de vous faire accompagner et que ce soit payé ou bien par des fonds, tout simplement, comme le fonds de garantie. Donc voilà, vous avez différents intervenants qui peuvent en fait financer ces accompagnements et que l'on module, comme je vous disais, de 3 à 6 mois, 1 an en fonction de vos besoins. Donc on peut intervenir sur une partie, mais comme sur la totalité du projet.
Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Gauthier. Je vais laisser la parole à aux deux membres de notre association qui sont à l'origine d'un projet d'entraide entre indépendants. On passe d'un Gauthier à un autre. Bertrand Gauthier et Patrick Bertrand. Merci. Bonjour. Alors, moi, je vais juste vous expliquer un peu d'où est venue cette idée de projet entre indépendants, d'entraide, parce que voilà, on se sent quand même très seul hein, en tant qu'indépendant, enfin, on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'idée est née de 3 faits. Donc, le premier fait, c'est que moi-même, étant indépendante depuis quelques années, mais là, pour le coup, je suis vraiment dans l'action depuis quelques mois vraiment intense, quoi. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette. J'ai senti tout de suite un rejet du salariat après le 13 novembre. Voilà, j'avais 10 ans de salariat derrière moi. J'étais plus du tout adaptée à la méthode salariat avec un patron qui est hyper stressant, avec une hiérarchie qui est très oppressante, avec le stress. Voilà, ça ne me plaisait pas et je le rejetais même d'une manière très très forte. J'ai développé un sentiment, un besoin terrible de liberté, d'indépendance. Et je voulais aussi éviter de culpabiliser. Parce que quand j'étais en entreprise, après le Bataclan, j'étais en mi-temps thérapeutique. Je me sentais coupable de ne pas être opérationnelle pour mes collègues et pour mon patron. Cette culpabilité, j'ai réussi à m'en défaire à partir du moment où j'ai quitté cet emploi, je me suis mise en indépendante. Donc ça, c'est un point en moins psychologiquement, pour moi, c'est très, très, très important. Donc ça, c'était le premier fait. Deuxième fait, c'est sur notre groupe privé entre adhérents Life for Paris, donc, majoritairement des victimes directes. Il y a un ami, enfin un adhérent qui était complètement en stress, qui a posté un message un jour qui a dit j'ai absolument besoin de faire un flyer pour mon activité, mais j'ai commencé sur Photoshop, mais j'y comprends rien. C'est super urgent, je me casse la tête, je m'arrache les cheveux. Enfin, il était en souffrance, hein, parce que c'est une victime quand même. Donc, chaque obstacle peut devenir quelque chose d'énorme, en fait. Donc là, il était en souffrance, il n'arrivait pas à faire son flyer. Et moi, je me suis proposée, on a été plusieurs d'ailleurs à se proposer pour l'aider. Moi, je suis graphiste maintenant, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Moi, je me suis proposée pour l'aider, j'étais disponible tout de suite. Donc, il m'a envoyé ses documents, je lui ai fini son flyer, il a pu faire sa communication, il était ravi. Troisième point, j'ai un ami qui est chef d'entreprise qui m'a parlé d'un système qui s'appelle le PMI. C'est un regroupement de chefs d'entreprise. Ils se regroupent pour justement améliorer leur réseau professionnel, trouver des clients, trouver des prospects, etc., se mettre en lien. La devise du BNI, c'est donner pour recevoir. Donc voilà, c'est un échange, c'est une réciprocité pour augmenter son réseau professionnel entre indépendants et augmenter du coup les bénéfices de l'entreprise en faisant justement jouer les contacts de chacun. Et voilà, donc ça, c'est 3 idées. Et à un moment, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai rejoint ces 3 idées différentes et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On est beaucoup à vouloir se mettre en indépendant et il y a quelque chose à faire. On a chacun un réseau de notre côté. Il faut pouvoir se mettre en lien, en relation, pour pouvoir justement, voilà, moi j'ai quelqu'un qui cherche une mission en tant que, je ne sais pas, n'importe quoi. Enfin, et voilà, on se met en relation entre nous. Moi, je connais un informaticien qui va pouvoir t'aider sur ton problème de réseau. Moi, toi, tu connais quelqu'un qui peut me faire une carte de visite. En échange, parce que voilà, c'est vraiment un échange. C'est pas je donne et je reçois rien. C'est vraiment une contrepartie.
Donc c'est vraiment, il faut être très motivé. En général, ça paye, enfin le système du BNI paye, parce que justement, il y a une réciprocité, il y a un engagement fort. Je te rends service, tu me rends service. Donc voilà, c'est né de là et je vais passer la parole à Bertrand. Merci Catherine. Oui, parce que quand Catherine, donc moi je suis au CA, conseil d'administration de l'AFOR Paris, il y a toujours des places à prendre, vous pouvez nous rejoindre. Je refais un peu la retape, Olivier. Ouais, c'est pas simplement au moment de l'Assemblée Générale qu'on peut élire et accueillir de nouveaux membres au CA. C'est tout au long de l'année et on a dans les statuts, dans la rédigé avec Maureen, on a bien fait attention comme il faut à pouvoir accueillir. On peut être 12, hein, on est moins nombreux que ça aujourd'hui, donc les bonnes volontés sont toujours super bonnes à prendre. Et quand Catherine nous parle de ça, moi ça éveille, ça me fait tilt aussi. Je suis indépendant aussi moi, depuis autour du 13 novembre, c'est un peu lié. Et le BNI, j'ai été invité une fois par quelqu'un qui était responsable de son BNI à Bastille, et j'ai vu les réunions et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un vrai truc à creuser là-dessus. Donc on en discute avec Catherine, on se voit, on se fait une petite apérothérapie, enfin, on gribouille quelques schémas, quelques idées, on met en place tout ça, on y réfléchit bien, et puis on se dit, ouais, c'est effectivement, je pense que ça vous parle. Enfin, si vous avez vu les messages effectivement qui tournent sur les pages Facebook, sur nos pages Facebook à nous, de l'AFOR Paris, nos pages privées, vous avez vu cette entraide qui peut se mettre super vite en place parce que voilà, on se connaît. Le OCA, nous, on a utilisé pendant un moment pour discuter entre nous, on a utilisé le workplace de Facebook. Alors que ça soit avec ça ou avec autre chose, on a forcément un outil à utiliser ensemble pour se rendre des services entre indépendants, pour s'informer au bon moment des bonnes choses. On peut y inviter des partenaires, hein, des organismes qu'on a vus ce matin, des gens qui sont avec nous sur le table ronde d'aujourd'hui, pour leur donner accès à une partie de nos discussions, pour justement, au moment où il y a une information à donner à des indépendants, des gens qui se lancent, qui achèvent leur reconversion, d'avoir de l'échange et du partage d'infos. Catherine nous a dit, moi, voilà, j'ai eu l'idée, je veux bien faire un bout de chemin, y participer, mais je ne pourrais pas l'animer toute seule. Moi, pareil. Mais voilà, avec un peu de Catherine, un peu de moi, à la pause, on a discuté avec quelqu'un qui va très certainement nous rejoindre déjà là-dessus. Au plus on sera nombreux rapidement, au plus on pourra monter cette communauté d'entraide au niveau professionnel, avec l'idée de se dire, hein, avec Catherine, on s'est dit, on pourrait faire des groupes des petits groupes de discussion dans lesquels on a 3 typologies, hein, de gens qui se posent la question sur ces thématiques-là, des indépendants qui sont déjà indépendants depuis un moment, donc qui ont des choses à nous dire parce qu'ils ont essuyé les plâtres avant nous, des gens qui se posent la question, qui ont commencé une démarche, et puis les gens qui sont perdus, qui voudraient bien, mais qui ne savent pas du tout par quelle boule prendre. Entre nous, on arrive à se dire des choses plus facilement que si on doit faire appel à quelqu'un de l'extérieur tout de suite. Donc voilà, on voulait vous proposer ça. On n'a rien construit pour l'instant, on a juste, on n'a rien à vous présenter parce qu'on l'a construit à nous deux pratiquement pour l'instant, mais bien sûr on veut le faire avec vous, avec les adhérents de l'AFOR Paris, avec notre famille. Là. Très modeste parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez pratiquement bouclé le projet. Merci. Donc voilà, c'est plus au stade. Voilà, on est au moment de la deuxième pause, on discutera avec vous tous avec grand plaisir. Dès que vous êtes intéressés, vous avez soit le mail de Cécile, soit le mail de juriste, donc celui de Marine, soit voilà, un message sur la page Facebook adhérent ou la page secret en direct. Comme ça, on le voit tous ensemble et puis on se monte le projet avec ceux qui veulent nous suivre. Et évidemment, on le proposera à l'intégralité des gens qui sont sur la page sur la page l'AFOR Paris. D'accord. J'ai une question, est-ce qu'on pourra l'ouvrir à d'autres associations? Bah ouais, l'idée, bien sûr, on n'est pas tout seul, c'est voilà, l'ouvrir aux autres associations. Ce que je disais, l'ouvrir aux partenaires qui, sur certaines parties de nos discussions, bah, elles ont une expertise à nous apporter, des exemples à partager, des pièges à éviter. Voilà, on veut construire ça tous ensemble. Juste une petite précision, puisqu'on parlait du mail de juristes. Attention, puisque c'est pour ça. On l'a annoncé il y a quelques jours.
voyez, reste actif, mais privilégiez avant tout la masse de Cécile, s'il vous plaît, pour toutes vos questions, toutes vos démarches. Parce que Marine et le son va bien malheureux. Ben oui, voilà. Mais on est content pour elle. Voilà, c'est peut-être l'occasion encore une fois de la remercier. On a tous fait un peu, mais voilà. Merci Catherine, merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on peut passer à des questions peut-être plus générales à tout le monde? Petite session de questions-réponses. Il y avait des mains qui s'étaient levées tout à l'heure à qui j'ai pas pu laisser la parole. Mais ici, Alexis, merci. Encore une question pour les auto-entrepreneurs. Est-ce que vous conseillez de souscrire, vous avez parlé du fait que il y a tout un ensemble de prestations sociales auxquelles on n'a pas droit. Bon, la mutuelle, c'est une évidence qu'il faut en souscrire une. Est-ce que vous conseillez de souscrire à des complémentaires retraite privées ou même, je crois que ça commence à exister, des choses qui existent pour remplacer, entre guillemets, le système d'allocation chômage? Alors, il y a deux questions. La première sur les retraites. C'est vrai que la retraite telle qu'elle est prévue par l'Agirc Arco des salariés est moins favorable chez les indépendants. Il y a ce qu'on appelle une retraite complémentaire obligatoire qui est fournie par la SSI qui est faible. Le problème, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, ce n'est pas le cas pour les autres formes de travail indépendant. En tant qu'auto-entrepreneur, on n'est pas éligible au Madelin. Le Madelin, c'est un dispositif qui permet de déduire des cotisations en retraite de ses revenus à la fin de l'année. En gros. Hein. Et ça, on ne peut pas le faire. Donc, ce que je conseille plutôt pour l'instant, c'est de souscrire une assurance vie. C'est meilleur en termes de fiscalité et de collecte de fonds pour la retraite que de prendre un Madelin, parce que de toute façon, vous n'allez pas en bénéficier vraiment du Madelin. Après, il y a d'autres dispositifs. Si vous avez un courtier ou un agent général d'assurance que vous connaissez un peu, c'est à lui qu'il faut en parler, parce qu'en général, ils sont assez outillés là-dessus. Comme en général, ils sont eux-mêmes indépendants, ils connaissent les bons plans. Sur le chômage, donc il y a une petite subtilité que je n'ai pas évoquée tout à l'heure parce que je n'avais pas le temps. Depuis le 1er janvier 2019, les auto-entrepreneurs, l'ensemble des travailleurs indépendants sont éligibles au chômage. Mais, il y a un gros mais, qui est un peu une source de tension avec la ministre du Travail en ce moment, c'est qu'il faut 3 conditions cumulatives assez lourdes. La première, c'est qu'il faut exercer pendant 2 ans, minimum. Il faut avoir exercé pendant 2 ans minimum. Il faut chaque année avoir fait au moins 15 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas rien, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en dessous, parce que la moyenne est 13 000. Hein, donc 15 000 €, c'est peu de monde. Et surtout, la troisième condition que j'essaie de faire lever en ce moment, c'est d'avoir réalisé une liquidation ou un redressement judiciaire, qui est une démarche historiquement pas prévue pour les auto-entrepreneurs, qui est prévue en fait que pour les sociétés, et que même les tribunaux de commerce ne savent pas faire. Et qui, en moyenne, en plus, coûte assez cher, parce qu'il faut établir une IAS, déposer un bilan, ramener ce bilan là-bas, payer les formalités, le journal d'annonce légale, enfin bref, c'est un gros bordel. Ça coûte 1 500 €. Tout ça pourquoi? Pour gagner potentiellement une allocation chômage qui, en fait, est plafonnée. La loi, enfin, le décret n'est pas sorti, mais la loi avait prévu 800 € pendant 6 mois. Voilà. 800 € pendant 6 mois, ça fait 4 800 €. 4 800 €, donc vous allez potentiellement toucher 4 800 €. En plus, ils ne sont pas cumulables avec d'autres allocations sociales. Donc, si vous avez par exemple déjà le RSA, ou déjà l'ARE, ou déjà l'ASS, ou déjà des allocations de travailleurs handicapés, etc., adultes handicapés, vous ne pourrez pas les cumuler à 100%. Ça sera plafonné. Donc, en fait, c'est pas du tout le bon plan. Enfin, c'est nul. Je suis très très mécontent de cette réforme. Ce serait peut-être bien qu'ils ne la mettent même pas du tout en place, en fait. Ce serait peut-être un vrai discours à leur dire. Non, mais alors. Non, mais parce que là, c'est dramatique quand même. Ah ouais. Non, mais alors moi, je suis assez cash hein, quand je rencontre la ministre. De toute façon, on se connaît bien. Je lui dis que son truc est nul. Elle a bien compris. Ouais, mais en fait, je les mets. Madame, quelle question de votre sujet? Est-ce que vous proposez un truc comme ça? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Vous avez complètement raison. Alors, ce que j'essaie de faire, parce que bon, je lui ai dit, c'est nul. Elle est d'accord. Je dis maintenant, c'est un pilote, faites-le sur le travail indépendant classique. Voilà, au moins on fera pilote pendant 1 an. Elle va voir qu'il y a 300 personnes qui en ont bénéficié. Elle va revenir, elle va dire, vous avez raison. Bon, c'est la logique des petits pas. Hein, vous avez raison, faisons mieux. Voilà. Et ce que j'espère. Voilà. Ouais, et ça se voit comme ça la politique. Donc on va se prendre le mur et puis dans 1 an on va en discuter. Quoi. Enfin, c'est ce que j'espère. Si c'est encore elle qui est au pouvoir d'ailleurs. Ça peut changer. Je pense qu'il faudrait faire comme dans l'émission de télé, se faire vivre tous ces gens-là avec 4 800 € et rien derrière pendant 6 mois. C'est largement correct.
Moi, j'ai une petite question pour Karine Sarnik. Quand on envoie quelqu'un qui va chez vous pour tester un métier, est-ce que vous pouvez me préciser s'il ne peut tester qu'un métier ou est-ce qu'il peut tester... Enfin, je ne sais pas de quoi est fait ce forfait de prise en charge en quelque sorte. Est-ce qu'il teste 1, 2, 3 métiers et parce qu'il se peut en effet que ça ne lui convienne pas du coup. Et comment ça se passe avec... si le CNAM se mettait à vous envoyer des personnes, ça m'intéresse de savoir comment on fait ping-pong, comment ils peuvent tester d'autres hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça fait quand ça rate? Alors d'abord, ça rate pas parce que quand vous vivez une immersion, il se passe des choses pour vous. Parce que vous répondez à des questions que vous avez dans votre tête. Donc, ou ça ferme une porte ou ça en rouvre une. Et si ça en rouvre une, oui, vous pouvez retester quelque chose. On a des cas de personnes, là je vous parlais de magasins bio, mais qui a finalement testé le métier de naturopathe avant de s'engager dans un parcours de formation. On a eu des projets de création d'entreprise où on a des personnes qui ont testé chocolatier et pâtissier, puisque c'était un projet de création qui se trouvait à la jonction de ces deux métiers. Donc voilà, au maximum de mémoire, on a eu des personnes qui ont testé 2 métiers. Ensuite, les durées d'immersion peuvent être entre 1 jour et 30 jours, et ça va dépendre de votre statut et du temps que vous avez à y passer. Et puis aussi du retour d'expérience du tuteur qui va vous accueillir. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, je pense à l'agricultrice, c'était financé par une entreprise qui fait un plan social. Elle avait proposé de financer des tests de métier pour 5 jours en moyenne pour les collaborateurs. En l'occurrence, pour ce métier-là, pour le métier d'agricultrice, on avait prolongé à 15 jours parce que c'était nécessaire qu'elle voie l'ensemble des tâches associées et puis surtout prenne conscience de la pénibilité physique. Là, on l'a vu dans le reportage sur Maraîchère. Voilà, il y a une pénibilité physique qu'on n'a pas forcément conscience. Et il y a aussi beaucoup de métiers de la répétition, et donc la notion de durée est importante. Une journée chez un pâtissier, ça ne va pas être la même chose que 15 jours. La notion de répétition, voilà. Donc, les personnes peuvent passer, ça peut devenir un métier, tester des métiers. Ça, c'est mon métier à moi, je le garde. Mais en général, c'est maximum 2. Normalement, ça valide le projet. Et dans tout le parcours, on vient, alors le travail a été fait par le biais de vos accompagnements, donc celui que vous avez pu mettre en place. Mais nous, on vient comprendre, vous avez décidé de tester le métier de maraîcher, ok, c'est quoi pour vous? Donc, on va un peu plus loin, qui est de concrètement engager les personnes dans une visualisation de, dans une grosse boîte, je vais être indépendant, je vais être salarié, mais comment je me vois? Est-ce que je me vois devant la caisse, derrière la caisse, en jean, en basket, etc. Et donc, on vient vraiment structurer le test. Et ensuite, comme ça se passe sur toute la France, en fonction de votre lieu d'habitation et de votre disponibilité, on vient engager un tuteur. Donc voilà toute la structuration des tests de métier. Donc on est complémentaires. Après, j'ai juste à trouver le financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour votre intervention. Je vous invite à continuer éventuellement à discuter avec nos différents intervenants, à continuer à poser vos questions. On va faire encore une petite pause avant notre 3e table ronde. Et avec un petit café ou un petit croissant.